vous êtes beaucoup plus faible que non seulement les fibres de verre, mais aussi les fibres de carbone, hein, puisque là, en ordre de grandeur, on est vers du 1,5 g par centimètre cube. Par contre, vous voyez aussi une grande variabilité au niveau du module élastique. D'accord, on peut aller de valeurs inférieures à 5 pour le polyamide 6,6 et on peut aller jusque 280 pour le PBO. D'accord, donc on a un module élastique qui peut varier de manière importante. Votre résistance à la rupture, bon, pour le coup, elle est à peu près, elle varie quand même de 0,6 à 6 gigapascal. Donc, on a un facteur 10 possible sur cette résistance à la rupture. Et on a une déformation à la rupture qui peut aller de 2 à 22%. Donc, finalement, on en déduit que selon les applications qu'on veut, est-ce qu'on veut plus une déformation grande ou est-ce qu'on veut plus un module élastique grand? J'en suis sur la 64, Gariba. Alors, c'est marqué en bas. Il n'y a pas de numéro sur mes slides, mais c'est marqué en bas. Aïe. J'en suis aux fibres organiques propriétés mécaniques. Sinon, tu peux prendre le fichier sur eCampus si jamais tu n'as pas la bonne truc. C'est bon, Gariba, ou pas? Ok. Donc, selon les applications et selon les propriétés qu'on veut, hein, toujours ayez bien en tête que il n'y a pas que le module Young qui compte. Hein, on peut aussi avoir un intérêt à avoir une déformation à la rupture plus grande, etc., etc. Hein. Donc, ayez bien en tête que sur ces fibres organiques, si vous regardez bien, vous avez quand même un panel de propriétés qui peuvent être intéressantes pour les composites, et on a aussi l'intérêt d'avoir une densité, une masse volumique plus faible que les fibres de carbone et les fibres de verre. Donc, on va parler un petit peu plus des fibres de polyaramides, donc des polyamides aromatiques type Kevlar, d'accord? Parce que quand vous regardez bien les propriétés du Kevlar, tac, 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 qui sont là, on va avoir 135 en module, 3 en résistance et 4,5 en déformation. Alors, sur ces fibres de polyaramide, si on fait un petit peu d'historique rapidement, hein, il faut savoir que les fibres de polyaramide ont été fabriquées fin du 19e en France et que ces fibres de polyaramide ont été obtenues à partir d'une solution de cellulose. Donc, on est parti d'un polymère naturel pour arriver à ces fibres de polyamide aromatique. Donc ça, c'est fin du 19e. Donc c'est des fibres artificielles, hein, on est d'accord, on se rappelle bien de la différence polymère naturel, polymère artificiel et polymère synthétique. Ouais. Polymère naturel, c'est issu de la nature, hein, issu des polysaccharides, etc. Les polymères artificiels, ils sont issus, ouais,
Les polymères artificiels sont issus d'une modification de ces polymères naturels, d'accord? Et les polymères synthétiques sont obtenus par synthèse. Uniquement par synthèse. Et donc, c'est à la fin des années 1930 qu'on a fabriqué des fibres organiques synthétiques de type polyaramide. Alors, non, pardon, des fibres organiques synthétiques de manière générale, d'accord? Et à partir des années 1960, là, on est sur des fibres à base de cycles aromatiques, donc des polyaramides, avec comme intérêt d'avoir une température de fusion supérieure à celle des polyamides aliphatiques, d'accord, avec des chaînes linéaires, des chaînes alcanes. Ok? Alors, juste le Kevlar, on est d'accord qu'il y a deux applications essentielles, vous savez ça? Le Kevlar, c'est utilisé pour quoi? Donc là, il y a une application. Ouais, très bien, Gariba. Donc, la première application, c'est les gilets pare-balles. Et la deuxième application, c'est les vêtements de pompiers. Donc, en gros, les vêtements de protection incendie. OK? Et donc, à partir des années 60, on a ces polyaramides. Et en 72, on développe la structure de vraiment ce qu'on appelle le Kevlar, où on part donc de paraphénylenediamine et d'acide téréphthalique. Donc là aussi, on part. D'accord? Et l'intérêt d'avoir des arrangements en para de cette structure aromatique ou polyaramide, c'est qu'on a une grande stabilité thermique et un module élevé. OK? D'accord. Donc, si on regarde un peu plus dans le détail ces fibres de polyaramide, donc, on a dit qu'on avait des propriétés mécaniques élevées en traction. D'accord? Quand on tire sur les fibres de polyaramide, on va avoir des propriétés mécaniques élevées. Par contre, à la compression, on a une résistance plus faible qu'à la traction. Et ça, c'est dû à ce qu'on appelle un flambage des fibres aramides. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce flambage? À quoi ça correspond? Ok. Le flambage, en gros, c'est donc quand vous tirez sur votre fibre de Kevlar, vous avez des propriétés mécaniques élevées. Quand on est en compression sur ces fibres de polyaromatique, on va avoir un processus de compression qui est l'inverse de ce qu'on a en traction, mais le souci, c'est qu'on va avoir aussi une flexion, c'est-à-dire que vous allez avoir une espèce de flexion parasite qui va être suivie d'une torsion de votre fibre. C'est ça ce qu'on appelle le flambage. D'accord? Le flambage, c'est une instabilité, un phénomène d'instabilité où vous allez avoir une flexion et une torsion parasite par rapport à juste la rupture en compression. D'accord? Donc, traction, en gros, c'est comme si on faisait j'ai pas compris la question.
Un C en compréhension. Ouais. Vous avez une courbure, non seulement une courbure, donc une flexion, mais aussi une torsion. Alors que normalement, une compression, vous n'avez pas de torsion. Sur les fibres de verre, sur les fibres de carbone, vous faites une compression, vous n'avez jamais de phénomène de flexion-torsion. D'accord ? Donc, ça peut être un avantage quand vous êtes sur des structures anti-crash, hein, quand vous êtes sur des applications anti-crash, tests anti-crash, etc. Après, tout dépend tout dépend des applications que vous visez avec ces fibres renforts. Hein. Et donc, ce qu'on va faire généralement quand on va être sur des modèles de compression, c'est qu'on va utiliser des composites hybrides avec des renforts hybrides où on va mixer un petit peu ces fibres organiques, fibres polyaramides, avec des fibres de carbone. D'accord ? Donc, généralement, ce que vous prenez, c'est soit des renforts hybrides de type verre Kevlar ou alors carbone Kevlar. D'accord ? C'est ce que vous avez généralement dans tout ce qui est application type ski, raquette de tennis, raquette de badminton. Ok ? Souci, alors donc, ok, on a des propriétés mécaniques élevées en traction. En compression, c'est un petit peu plus compliqué. On peut pallier en faisant des mélanges de renforts verre Kevlar, carbone Kevlar. On a aussi des soucis quand on utilise ces fibres organiques, d'avoir, des fibres Kevlar, d'avoir une dégradation par les rayons UV. Donc ça peut être un souci sur certaines applications. Autre souci qu'on a sur ces fibres polyaromatiques, c'est une reprise en humidité qui peuvent être délétères. Et puis on a une dilatation thermique qui peut être aussi un souci. Ok ? Ça marche là-dessus ? D'accord. On finit ces histoires de renfort de manière rapide avec d'autres types de fibres qui sont les fibres céramiques. Je ne vais pas aller trop dans ces détails-là. Je vous donne deux, trois infos. Donc, les fibres céramiques, c'est à base soit de carbure de silicium, soit à base de bore. D'accord. Le carbure de silicium, il va être fabriqué à partir d'oxyde de silicium. Par rapport aux fibres aromatiques ou fibres de verre, fibres de carbone, on va avoir des diamètres qui sont relativement grands, c'est-à-dire qu'on est sur du 140 microns. Et donc, ils vont être préparés comme les fibres de carbone métallisées, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va faire un dépôt chimique sur votre fibre initiale, donc dépôt chimique en phase vapeur.
Intérêt de ces fibres céramiques, c'est que vous pouvez monter à des températures qui vont être de l'ordre de 500 jusqu'à 2000 degrés Celsius. Donc ces fibres céramiques, elles vont être utilisées dans pas mal d'applications type partie chaude de moteur d'avion, par exemple. Et généralement, ces fibres céramiques, qu'on s'entende bien, vous n'allez jamais les utiliser avec des matrices polymères, mais vous allez plus les utiliser dans des matrices métalliques ou céramiques. D'accord ? Pourquoi pas matrice polymère ? Vous voyez une des raisons essentielles ou pas ? De pourquoi j'utilise pas ces fibres céramiques dans des matrices polymères. Alors, il y a des histoires de mouillabilité. Alors, il faut savoir, je vais le dire juste après, c'est qu'il y a une bonne adhérence avec les résines époxy, avec les matrices polymères. Donc, c'est pas trop les histoires de... Ouais, Momo. Ouais. Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a une différence de module, Jung, entre les deux? Parce que je pense qu'une céramique, ça a un module excessivement élevé par rapport au polymère, ou ça n'a rien à voir? Alors, il y a possiblement ça, mais je prendrais plus la réponse de Jessica. On vient de dire l'intérêt des fibres céramiques, c'est qu'on va pouvoir monter en température et qu'on va avoir des propriétés mécaniques qui vont rester les mêmes. Sauf qu'une matrice polymère, quand vous chauffez à 500 et 2000 degrés, il se passe quoi pour votre matrice ? Ben ouais, elle se dégrade. Du coup, on perd les propriétés mécaniques. Alors, fusion, même dégradation de votre polymère. Donc, effectivement, si on se fait chier à utiliser des fibres céramiques, que vous utilisez un procédé où vous avez des propriétés qui sont super bonnes à 2000 degrés, mais que vous les mettez dans une matrice où ça ne tient pas, je ne vois pas bien l'idée. D'accord ? Ça marche ? Donc, c'est surtout une histoire de température d'utilisation. Alors, si on regarde quand même les avantages et les inconvénients de ces fibres, avantages et limitations de ces fibres céramiques, donc vous l'avez dit, Momo, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a des résistances à la rupture énormes. On est sur du 3500 mégapascales, donc c'est quelque chose qui est important. Non seulement en traction, mais également en compression. Donc cette résistance à la rupture, elle est énorme en compression et en traction, ce que vous n'avez peut-être pas forcément sur toutes les fibres autres qu'on a traitées. On a une rigidité très grande. On a des propriétés thermiques excellentes, on vient d'en parler. On a une bonne tenue à la fatigue et au vieillissement. Ces fibres céramiques, elles ne sont pas sensibles à l'humidité, contrairement aux fibres organiques et aux fibres de verre. Donc, ça peut être sympa sur ce type d'application. Et donc, on a une très bonne adhérence avec les résines époxydes, même si c'est pas très... Si on est sur des applications où on a besoin de température élevée, on va peut-être pas prendre les résines époxy comme matrice. Par contre, je rebondis parce que Jules, effectivement, vous aviez raison. J'ai pas rebondi sur ce que vous avez dit, mais effectivement, un des soucis, une des limites de ces fibres céramiques, c'est qu'on a une densité qui est de 2,6 à 3,5 grammes une masse volumique, de 2,6 à 3,5 grammes par centimètre cube. Donc, les fibres céramiques ont une densité ou une masse volumique,
très très grande, même plus grande que les fibres de verre. Autre limitation de ces fibres céramiques, c'est qu'elles coûtent cher, que pour les mettre en œuvre, c'est des mises en œuvre délicates, donc vous augmentez encore le prix du composite et des pièces que vous faites. Et généralement, les fibres céramiques, vous allez pouvoir les utiliser sous une architecture de type tissu ou de fil unidirectionnel. D'accord ? Alors, autre fibre, les fibres de basalte. Donc là, c'est dans la partie fibre inorganique, hein, dans le schéma que je vous ai donné tout au départ. On utilise ces fibres de basalte par filage de roches volcaniques fondues. Elles vont avoir des caractéristiques mécaniques supérieures aux fibres de verre. Elles vont être très résistantes aux agressions chimiques et au feu. Mais, alors, on les utilise de plus en plus, même si ça reste encore cher par rapport aux fibres de verre. Vous avez toujours une espèce de compromis à avoir entre propriété, prix et procédé de fabrication. Et pour finir, les fibres naturelles, donc on en a parlé vendredi. On a différents types de fibres. Alors, je vous ai fait un récapitulatif des différentes fibres naturelles que vous pouvez avoir. Le souci de ces fibres naturelles, c'est que vous avez, selon le traitement et selon les conditions de récolte de ces fibres naturelles, vous allez avoir des caractéristiques mécaniques qui vont varier d'une fois sur l'autre. Donc, c'est un petit peu limitatif dans les applications. Après, il faut savoir, comme je vous ai dit vendredi, c'est qu'on est dans une philosophie de valorisation de la biomasse, valorisation des ressources naturelles qui peut-être permettre d'utiliser ces fibres naturelles dans les composites, sachant qu'il y a aussi un autre souci de ces fibres naturelles, c'est la reprise en humidité, qui est quand même un petit souci. Donc juste là, c'est différents exemples de fibres naturelles, donc animales, végétales, minérales. Minérales, on a tout ce qui est basalte, etc., amiante, avec les limitations de l'amiante maintenant. On a les fibres protéiques, d'accord, qui sont issues donc des fibres animales, laine, crin, plume, soie. Et puis, donc dans les fibres végétales, on a les fibres de bois, donc c'est tout ce qui est cellulose, tout ce qui est lignine. Et puis, on a les fibres agricoles, les fibres issues de l'agriculture, avec différentes sources, soit les tiges, soit les fruits, soit les graines, soit les feuilles. Et donc là-dedans, on a tout ce qui est lin, chanvre. Le chanvre c'est une ressource qui est pas mal étudiée dans pas mal d'applications type isolation, ce genre de choses. Ouais, je suis d'accord, Jules, mais selon la matrice, on peut avoir des porosités. Ouais. Ça, je pense que... Alors, il faut que vous ayez ça en tête. J'en ai pas du tout parlé. Dans un monde idéal de composite, on a la matrice et on a les renforts. D'accord ?
et on n'a pas de porosité. Ça, c'est dans un monde idéal. Souvent, quand vous avez un composite, vous pouvez avoir une porosité dans le composite. Cette porosité est un vrai souci au niveau des applications puisque ça va générer des défauts. Donc, s'il y a une porosité, il y a quand même risque que ça pénètre. OK. Donc, paille de blé, paille de riz, paille d'orge, bambou, fibre de coco, tout ça, c'est des choses qui sont regardées à l'heure actuelle pour voir si est-ce qu'on peut avoir un avantage d'utiliser les fibres naturelles dans ces composites-là. Si vous regardez la densité des fibres naturelles, pour le coup, de fibres agricoles, fibres végétales, elle est plus faible que les fibres céramiques, les fibres de carbone et les fibres de verre. OK. Qu'est-ce qu'on fait là, les loulous? Est-ce qu'on se fait une petite pause et on regarde les chargés additifs après la pause? Est-ce qu'on fait une pause avec tout ce bordel-là? Parce que bon, on a eu la pause Choupi quand même. Ouais, on fait une pause. Ça marche.